Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Bonjour. Un retour historique à la Maison-Blanche grâce à une victoire sans appel. Donald Trump a réussi son pari de revenir aux commandes de la première puissance mondiale, malgré ses ennuis judiciaires, une campagne électorale violente marquée par des mensonges, des insultes aussi. Au regard de l'histoire, Dominique de Villepin, est-ce que c'est excessif de parler d'un changement d'époque ? Oui, il y a un changement d'époque puisqu'il s'agit de la première puissance mondiale, d'une démocratie historique qui est censée donner l'exemple et donner le ton. Et là, nous sommes devant une Amérique profondément fracturée. La victoire de Donald Trump est nette et claire. C'est pas un raz-de-marée. Si on compare à des victoires historiques comme celle de Ronald Reagan, par exemple, nous sommes loin des chiffres de cette époque, même si, évidemment, Donald Trump la qualifie de bataille historique. Donc une Amérique profondément divisée et une Amérique qui, aujourd'hui, celle qui vient de gagner, celle de Donald Trump, est marquée par une volonté de revanche et un profond ressentiment. Et je crois qu'il faut prendre en compte tous ces éléments négatifs qui aujourd'hui dominent les esprits de cette Amérique. Le premier ressentiment, c'est celui vis-à-vis des élites. On l'a vu tout au long de la campagne, la dénonciation d'élites corrompues au nom de la vraie nation, de la vraie Amérique, du vrai peuple américain. Dénonciation également, et ça va de pair avec les élites, de la mondialisation. La mondialisation s'est retournée. On est loin de l'époque où la mondialisation était vertueuse, apportait des emplois, apportait des réponses. Là, elle s'est inversée. On veut le protectionnisme. Elle bénéficie à d'autres et donc il faut en tirer les conséquences. Deuxième élément qui est important pour nous tous alors, c'est le rejet profond des règles de la part du trumpisme et de la part de cette Amérique. Les règles, qu'il s'agisse des règles multilatérales, qu'il s'agisse des règles dans la vie quotidienne, des règles pour les armes à feu. On veut la liberté, toute la liberté, y compris si elle peut, dans certains cas, s'avérer dangereuse. Cette évolution de la société américaine dans ce pays que vous connaissez très bien, Dominique de Villepin, est-ce qu'elle vous surprend ? Alors, elle me surprend par son intensité. Là, il y a un mouvement de balancier et qui s'explique en partie parce que Joe Biden, Kamala Harris n'ont pas vu venir les excès du monde dans lequel nous vivons. Et donc, ils n'ont pas su corriger. Et Donald Trump arrive, et ça a facilité considérablement ses slogans. Il arrive avec un double slogan. Le premier, c'est « We'll fix it ». On va réparer cette Amérique. Et effectivement, il y a une Amérique qui souffre. Quand j'étais il y a quelques jours aux États-Unis, c'est frappant de voir, par exemple, dans le domaine de la santé, tous ces zombies qui parcourent la rue, qui sont des adeptes du fentanyl, parce que la crise des opioïdes, qui touche un grand nombre de gens aux États-Unis. Donc il y a une vraie souffrance aux États-Unis. On vante les chiffres, et c'est vrai, l'économie américaine se porte très bien. Et pourtant, les prix à la consommation ont augmenté de 20% dans les dernières années. Il y a une incapacité de beaucoup d'Américains de payer leur logement. Donc il y a une souffrance au quotidien qui n'a pas été prise en compte. Ça veut dire que vous étiez aux États-Unis, vous vous êtes dit quand vous y étiez il y a quelques jours, Trump va gagner ? Mais c'était extrêmement clair. La dynamique de la victoire de Donald Trump ne faisait aucun doute. Alors on pouvait imaginer qu'il y ait un vote caché, en particulier des femmes. Oui. Mais on a vu à quel point d'ailleurs il n'était pas tout à fait celui que l'on imaginait, puisqu'il y a beaucoup de femmes notamment blanches, les femmes blanches, oui, qui ont voté pour Donald Trump. Donc la réalité s'est avérée effectivement en faveur de cette inquiétude, en faveur de cette anxiété, en faveur de ce rejet, avec des peurs existentielles et une colère existentielle qui ont aiguisé les esprits et qui marquent aujourd'hui cet affrontement profond. Mais ce qui est incompréhensible, Dominique de Villepin, c'est que Trump, c'est un milliardaire, c'est un homme d'affaires. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche, il n'a jamais connu la misère. Comment il a pu récupérer toutes les classes populaires ? Comment il a réussi ce tour de force ? Pourquoi ça marche, le Trumpisme ? Parce qu'il a un instinct politique qui lui a fait introduire deux notions qui ont évidemment tempéré cette image du milliardaire. La première, c'est le populisme. Il a donné à cette population ce qu'elle voulait entendre. Il a véritablement su s'imprégner de cette réalité profonde. Et ça, le retournement de la mondialisation, il l'avait parfaitement senti. Il est le premier à avoir alerté il y a une dizaine d'années sur ce phénomène et avoir désigné la Chine comme responsable de tous les maux dans ce domaine. Donc il a
capté véritablement cette énergie négative qui s'exprimait aux États-Unis. Et puis, le deuxième mot d'ordre dont je voulais parler tout à l'heure, qui est MAGA, Make America Great Again, il a compris qu'il y avait une blessure dans l'âme américaine. Et cette blessure, c'est que l'Amérique ne soit plus ce qu'elle avait été. Et là, c'est le conservateur qui a parfaitement senti qu'il y avait dans la société américaine toute une série de populations qui voulaient changer d'époque. C'est en particulièrement vrai des hommes, les hommes blancs, mais pas uniquement les hommes blancs. On a vu le vote latino contre la montée du wokisme, contre la montée du pouvoir des femmes, contre... Oui, mais que les latinos votent pour un candidat qui veut mettre fin à l'immigration, qui a un discours xénophobe, c'est incompréhensible. Oui, mais c'est bien la marque de la volonté conservatrice qui s'exprime au sein de la société américaine et qui s'ajoute, et c'est le paradoxe, parce que Donald Trump, c'est pas quelqu'un qu'on peut mettre dans une seule case. C'est aussi l'aspiration de l'Amérique à l'hypermodernité. L'Amérique veut être devant, et Elon Musk est arrivé très opportunément pour incarner cette Amérique libertarienne, hypermoderniste, qui domine tout et qui écrase tout, et qui est véritablement un symbole de l'avenir pour les États-Unis. Donc on reprend possession de son identité. Et de ce point de vue, la proposition d'expulsion, de déportation de millions d'immigrants illégaux est la traduction de cette volonté de retrouver cette identité. On reprend possession de l'identité contre le wokisme parce que le communautarisme a commis beaucoup de dégâts. Et on reprend possession de cette identité en réaffirmant le rôle central de l'homme dans la société américaine comme chef de famille. J.D. Vance, de point de vue-là, est tout à fait illustratif de ce rôle. Dominique de Villepin, la démocratie américaine est-elle en danger ? La démocratie américaine est, je crois, profondément malade, oui. Elle est en danger dans sa forme représentative, d'abord parce que c'est un populiste qui arrive à la Maison-Blanche. C'est un homme d'extrême droite. C'est un homme d'extrême droite, conservateur. Il a été traité de fasciste par Kamala Harris. Et c'est un homme, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'affranchit de toutes les règles et qui, de ce point de vue-là, est un représentant de la démocratie illibérale. On a un exemple en Europe avec Viktor Orban, mais c'est un homme qui, effectivement, a ce goût du populisme et de l'illibéralisme, et en même temps, il a le goût des hommes forts. On voit qu'il est attiré sur la scène internationale par les pouvoirs forts. Avec plus de pouvoir que lors de son premier mandat. Avec plus de pouvoir, et c'est pas quelqu'un qui va faire de la démocratie son étendard pour aller défendre la démocratie à Taïwan éventuellement en danger ou d'autres scènes du monde. Donc on est devant un homme dont la vision est extraordinairement différente de celle de son prédécesseur et de la tradition américaine. La particularité du Donald Trump saison 2, si j'ose dire, c'est que cette fois-ci, il ne pourra pas se représenter pour un troisième mandat. Donc là, ça veut dire qu'il sera libre de faire tout ce qu'il veut puisqu'il n'aura plus de compte à rendre en fait. Alors, c'est un premier facteur. Effectivement, il n'a plus de compte à rendre. C'est aussi un homme qui a sciemment éliminé tous les garde-fous. Tous ceux qui, dans la première période, avaient pu constituer les adultes dans la pièce, comme on dit, les généraux, les hauts fonctionnaires, tout ce qui pouvait venir modérer et tempérer Donald Trump, est aujourd'hui écarté parce que il est un miraculé, ne l'oublions pas. Deux fois procédure de destitution, tentative d'assassinat, par ailleurs condamné, par ailleurs 2 fois destitué. Donc c'est un véritable miraculé de la politique. Et de ce point de vue-là, il a une aura qui suscite évidemment un grand effet d'entraînement et beaucoup de leadership. Alors il va falloir qu'on parle maintenant des réactions dans le monde. Il y en a eu beaucoup, relativement positives, en tout cas souvent convenues. Est-ce qu'il y a une différence, vous qui connaissez si bien la scène diplomatique, entre ce que disent les chefs d'État et de gouvernement et puis ce qu'ils ressentent les uns et les autres, notamment chez nous, dans les démocraties? Alors, pour faire très court, le monde est tétanisé. Il faut dire les choses comme elles sont. Le monde est tétanisé parce que beaucoup s'attendent au pire. Beaucoup s'attendent au pire parce que ce qui est derrière l'élection de Donald Trump, c'est la restauration de l'identité américaine, on l'a dit, mais c'est la restauration de la centralité américaine. Make America Great Again, c'est pas juste un slogan. Et ça se traduit très concrètement par la volonté de faire des États-Unis à nouveau le centre du monde, le maître du monde, exerçant sa domination sur l'ensemble du monde, captant l'ensemble des flux. Les flux financiers, les flux commerciaux, les flux d'investissement. Les flux de données aussi. Les flux de données et les taxant.
C'est-à-dire que la nouvelle Rome va prendre sa dîme, va exiger son tribut. La nouvelle Rome ? Oui, la nouvelle Rome, au sens où Donald Trump, vous l'avez compris, c'est pas un homme qui veut la guerre. C'est pas un homme qui croit dans les interventions militaires. Non. Mais c'est un homme qui croit en la puissance. Et c'est même un homme qui croit en la surpuissance. C'est-à-dire qu'ils veulent des États-Unis tellement forts qu'ils n'auront même pas à exercer ce pouvoir d'intervention militaire parce qu'ils veulent écraser le match par cette force qui sera omniprésente. Et quand ils veulent augmenter les droits de douane, par exemple, vis-à-vis des Européens, il faut bien voir qu'ils traitent les rivaux comme ils traitent les alliés. Il n'y a pas de différence. Parfois, ils traitent même moins bien les alliés que les rivaux. Hein. Oui, enfin, en l'occurrence, sur les droits de douane, pas tout à fait, puisque pour les Européens, c'est autour de 10-20%. Pour les Chinois, c'est 60%. Et pour les Chinois, c'est 60% et plus. Donc, il y a clairement la volonté et le sentiment que si l'Amérique en est là, parce qu'il faut bien prendre en compte le récit de Donald Trump. Si l'Amérique en est là, c'est-à-dire aussi dégradée, aussi humiliée, c'est parce que le monde triche. C'est parce que l'Europe triche. Les automobiles que l'Allemagne envoie sur le marché américain bénéficient davantage que n'ont pas les voitures américaines. Parce qu'ils n'ont pas l'idée qu'ils puissent faire moins bien que la Chine et que l'Europe. C'est quoi le risque pour nous ? Taxer l'ensemble de ces produits. Mais alors du coup, c'est quoi le risque pour nous, Français, Européens ? On a vu hier Emmanuel Macron communiquer conjointement avec Olaf Scholz, le chancelier allemand, pour une Europe plus forte après l'élection de Donald Trump. C'est quoi le risque, c'est que l'Europe se disloque. Vous savez, il faut toujours en revenir à La Fontaine, et nous nous trouvâmes fort dépourvus quand la bise fut venue. Tout ceci, on le voit venir depuis des années. Oui. Est-ce que nous nous y sommes préparés ? Pas véritablement. Est-ce que nous avons les outils pour y faire face ? Il faut prendre en compte le fait que l'Amérique s'est dotée d'outils et qu'elle entend s'en servir. Le dollar, privilège du dollar. L'endettement, possibilité de s'endetter de façon illimitée. 18 000 $ sous Joe Biden. Donc, il y a véritablement une capacité à peser sur les finances du monde, à peser sur l'économie du monde, et ils vont. Mais nous, les Européens, on doit faire quoi ? On doit être plus forts. D'abord, il faut être unis. D'abord, il faut être unis. Ensuite, il faut avoir une feuille de route extrêmement claire, et on la connaît, cette feuille de route. Il faut se doter des instruments technologiques indispensables. Il faut affirmer notre volonté d'une défense européenne dans le cadre de l'OTAN. On ne va pas tout casser aujourd'hui, quels que soient les desiderata de Donald Trump et un éventuel retrait de Donald Trump. Donc, la feuille de route, on la connaît. Il s'agit très, très clairement d'avancer vers la constitution d'une Europe puissance. Mais ça fait des années qu'on en parle, et on voit bien ce qui se dessine à travers les réactions des uns et des autres. C'est des réactions en ordre dispersé, la capacité de Donald Trump à traiter chacun sur le plan bilatéral, parce qu'il y a un refus dans sa position du multilatéralisme. Depuis le début, oui. Donc, il va traiter, c'est les Orias et les Curias, on va passer à la casserole, les uns après les autres. Alors, le pire n'est jamais sûr. Il y a dans l'histoire de l'Europe la capacité du sursaut, en particulier en période de crise. Le monde est tétanisé, c'est ce que vous venez de nous dire, Dominique de Villepin. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h et on va parler notamment de l'Ukraine. Ce sera juste après le fil info, puisqu'il est 8h46. Maureen Suignard. Bruno Le Maire réfute toute dissimulation ou tromperie concernant le dérapage des finances publiques. L'ancien ministre de l'économie pendant 7 ans est auditionné par le Sénat en ce moment même. Une partie de la classe politique l'accuse d'avoir caché l'état des comptes publics. Le déficit va être à plus de 6% du PIB cette année. Bruno Le Maire reconnaît tout de même une grave erreur technique d'évaluation des recettes. Des pleurs devant Kamala Harris et une voix qui tremble pour la candidate démocrate, la vice-présidente américaine, s'avoue vaincue après l'élection présidentielle. Donald Trump totalise 295 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour être élu. La coalition vole en éclats en Allemagne. Le chancelier social-démocrate limoge son ministre des Finances, le libéral Christian Lindner. Les deux sont en désaccord sur la politique économique à mener. Tous les libéraux quittent donc le gouvernement. Le chancelier va demander aux députés de se prononcer sur la tenue d'élections anticipées. Encore un succès pour Brest en Ligue des champions de football, 2-1 contre le Sparta Prague. Du côté du PSG, ça ne marche pas. Une défaite contre l'Atlético de Madrid 2-1. On passe ce soir à la Ligue Europa avec Nice et Lyon. France Info.
Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, on évoquait notamment l'unité européenne mise à mal par cette victoire de Donald Trump. Et évidemment, on pense à la question ukrainienne. Je réglerai la question en 24 heures avant même ma prise de fonction, disait Donald Trump pendant la campagne. Sur le papier, ce qu'il propose, Dominique de Villepin, c'est une capitulation de Kiev. Alors, la première chose qu'il faut reconnaître, parlant de l'Ukraine pour Donald Trump, c'est que ce n'est pas une guerre qui concerne les États-Unis, selon lui. C'est une guerre européenne. Je l'ai dit, il fait peu de cas de la défense de la démocratie à travers le monde, il fait peu de cas de la défense du droit international à travers le monde, donc ce n'est pas sa guerre. Et il considère que les États-Unis ont payé très très cher des guerres qui ne les concernaient pas, l'Afghanistan, l'Irak, donc il veut clore ce chapitre-là. En Ukraine, il part de l'idée qu'il a de bonnes relations avec Vladimir Poutine, que les deux hommes se connaissent. Il a de mauvaises relations avec Volodymyr Zelensky, historique, lié notamment à l'histoire concernant le fils de Joe Biden. Donc, il a le sentiment qu'en arrivant et en mettant les cartes sur la table, en faisant tapis, tout à coup, les choses vont s'arranger. Et ce sentiment est justifié ? Alors, ce sentiment n'est pas justifié dans la mesure où l'Ukraine peut difficilement, après presque 3 ans de guerre, tourner la page comme si de rien n'était et prendre acte d'un gel de la situation. Donc, on a différentes hypothèses devant nous. La possibilité, premièrement, si le flot d'armes américain s'arrête, qu'on en reste là, gel, ce qui ne veut pas dire traité de paix, donc on est dans une situation à la coréenne. Deuxième possibilité, deuxième hypothèse plus raffinée, où il cherche véritablement, Donald Trump, à s'engager à travers un certain nombre d'intermédiaires pour trouver la bonne variable d'un règlement. Il n'est pas sans carte. Il a la possibilité de me faire miroiter à Vladimir Poutine une levée des sanctions, une normalisation de la relation avec la Russie. Et on sait bien que pour Vladimir Poutine, la reconnaissance du statut de puissance de la Russie, c'est quelque chose de considérable. Et ça pourrait le faire reculer carrément, Vladimir Poutine ? Alors, ça pourrait l'amener dans une perspective dynamique, dans une architecture de sécurité reconstruite, avec des garanties. Il reste à savoir où seront les garanties. Est-ce que la garantie, ce sera la neutralité de l'Ukraine, par exemple, qui n'adhérerait plus à l'OTAN ? Il y a là toute une série de paramètres qui peuvent jouer. L'affaire n'est pas impossible. L'affaire n'est pas impossible, mais elle est extrêmement, extrêmement difficile. Et il faut trouver une prime pour la souffrance des Ukrainiens, pour le sacrifice des Ukrainiens, et une prime pour le droit international, parce que malgré tout, il y a une agression russe, il y a une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine, et on ne peut pas passer tout cela par pertes et profits. Les Européens sont en quelque sorte des garants moraux de cette obligation. Et on rappelle que Vladimir Poutine, hier, n'a pas félicité Donald Trump, le Kremlin, qui précise que ce dernier sera jugé sur ses actes. Ce qui est très habile de la part de Vladimir Poutine. C'est malin. Il ne veut à aucun moment donner l'impression de jouer à domicile et de jouer de façon personnelle avec Donald Trump. Mais tout cela sera jugé sur pièce. Il y en a un autre qui n'a pas attendu la victoire officielle de Donald Trump. C'est le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a été l'un des tout premiers dirigeants à féliciter Donald Trump. Il se réjouit de sa victoire. On a appris qu'hier, avec Donald Trump, ils ont discuté de la menace iranienne sur la sécurité d'Israël lors d'un appel téléphonique. Son élection, c'est une bonne nouvelle pour Benjamin Netanyahou et Israël ? Alors, c'est une bonne nouvelle pour Benjamin Netanyahou. La situation au Proche-Orient est dramatique, nous la connaissons. Une guerre de Gaza qui n'en finit pas et qui ne se termine pas, même si une grande partie du Hamas a été éradiquée. Une guerre du Liban qui est aussi dévastatrice, qui peut à tout moment déboucher sur une guerre civile. Et puis, la troisième étape, la troisième manche de ce drame, qui est l'escalade avec l'Iran, qui est sans doute la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou a attendu avant d'avancer sur les deux autres fronts précédents qu'on a évoqués. Puisque c'est le gros morceau pour Israël et pour le gouvernement israélien, c'est la liquidation, la destruction du programme nucléaire iranien. Et là, la question est de savoir si Donald Trump est prêt d'abord à faire un chèque en blanc pour cette destruction. Les Israéliens ont besoin
besoin absolument du soutien militaire des Américains. Est-ce que les Américains sont prêts à accompagner? Est-ce qu'ils sont prêts à donner les moyens à Israël pour cette liquidation? Mais vous nous disiez qu'il était isolationniste. Privilégieront au contraire la voie politique et la voie diplomatique. Mais il pourrait aller jusqu'à lui-même intervenir aux côtés d'Israël contre l'Iran? Je pense que, en matière de politique étrangère, Donald Trump a peu d'obsessions. Mais qu'il y a un focus très particulier, il y a un regard très particulier qui est porté sur l'Iran, et ça tient à l'histoire longue des États-Unis, l'humiliation de l'affaire des otages depuis les origines. Donc il y a là quelque chose qui pèse extrêmement lourd, et puis il y a cette relation privilégiée avec Israël qui peut les conduire à aller plus loin, en effet. Je dirais que là, il y a une véritable incertitude, une véritable interrogation sur ce que les États-Unis pourraient faire dans les prochains mois. Mais en attendant, effectivement, qu'est-ce qui peut se passer pour les Palestiniens? Est-ce que Donald Trump va faire comme Joe Biden, quelques petits messages d'alerte, mais voilà, pas forcément l'ambition de l'arrêter? Beaucoup va dépendre de la position des pays arabes modérés et en particulier de l'Arabie saoudite. Je dirais qu'ils tiennent dans la main le degré d'implication des États-Unis dans la recherche d'une solution au problème palestinien. Ces États ont clairement marqué leur intention d'avancer dans la voie des accords d'Abraham. L'Arabie saoudite, les Émirats et d'autres États du Golfe ont posé comme condition la nécessité d'une reconnaissance de l'État palestinien. S'ils tiennent bon, il y a de fortes chances que l'Amérique essaye d'avancer dans cette direction, quitte à un moment ou à un autre à tordre le bras d'Israël. Benjamin Netanyahu. Quitte à un moment ou à un autre à tordre le bras. Et c'est là où il faut jamais oublier. Donald Trump, c'est deux logiciels qui paraissent contradictoires. Le premier, c'est la surprise. Tout peut arriver. Imprévisible. La deuxième, c'est le pragmatisme et l'envie de marquer l'histoire. Donald Trump lui-même et Donald Trump dans son entourage veulent faire ce que personne d'autre avant lui n'a fait. Et donc, il y a la possibilité, et de ce point de vue-là, c'est pour ça que j'en reviens à cela, les pays arabes modérés, les peuples arabes, la conscience internationale peut peser sur Donald Trump si il a le sentiment qu'il y a quelque chose d'impossible à faire, qu'il est seul à pouvoir faire, et qu'en l'occurrence, il peut faire. Dominique de Villepin, il est capable. Vous nous disiez que l'une des obsessions des États-Unis, depuis maintenant, bien avant Donald Trump d'ailleurs, c'est l'Asie, la Chine évidemment. Est-ce que ce matin, Taïwan est plus en risque d'une invasion chinoise qu'avant-hier? Alors, tout au long des dernières années, Joe Biden a franchi les lignes qui n'avaient pas été franchies précédemment d'un engagement. Traditionnellement, les États-Unis vis-à-vis de Taïwan sont dans ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire ils maintiennent la possibilité d'une intervention au cas où la Chine déciderait elle-même de reprendre Taïwan. Joe Biden a été plus loin. Il a été plus loin et il a été plus clair. Il est évident que pour Donald Trump, la défense de la démocratie à Taïwan, c'est pas un enjeu considérable. Mais il y a des semi-conducteurs là-bas, en revanche. Oui, mais c'est plus le sujet pour Donald Trump. Mais pour lui, la question économique, la question commerciale des chips, des semi-conducteurs, elle est considérable. Et rappelez-vous ce qu'il a dit dans la campagne. Il a accusé Taïwan d'avoir volé les semi-conducteurs, ce qui est intéressant dans le logiciel Trump, parce que ça montre qu'en permanence, tous ceux qui ont un avantage sur les États-Unis, ce sont des tricheurs, ce sont des corrupteurs, ce sont des gens qui ont profité des États-Unis. Et c'est en ça que la restauration de la citadelle, de la forteresse Amérique est un enjeu considérable pour les Américains. Ne l'oubliez pas, il a promis des baisses d'impôts. Il va falloir les financer. Oui. Or, pour financer les baisses d'impôts, il faut augmenter les droits de douane, augmenter les taxes, quitte à prendre le risque de voir une augmentation de l'inflation qui coûte si cher au peuple américain. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. Donald Trump va avoir beaucoup de travail et une tâche extrêmement difficile. Donc, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Il va être devant les conséquences pratiques des promesses faites. Une dernière question quand même sur les leçons qu'il faut en tirer de ce comeback inédit, ce comeback historique à la tête des États-Unis. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé aux États-Unis peut avoir des incidences en France, j'entends, sur la politique française? Est-ce que ça peut donner un espoir, la manière de faire de la politique en France, le populisme qui a gagné dans la première puissance mondiale?
Alors, nous n'en sommes pas là, mais la grande révolution conservatrice et en même temps hypermoderniste, nous l'avons vu, oui, elle peut donner des idées à un certain nombre de gens. Mais y compris dans le style, hein, l'outrance, la radicalité. Ce grand écart, oui, il faut être capable de l'incarner. On a vu des gens comme Boris Johnson être capable de l'incarner au Royaume-Uni. Donc, oui, c'est une question de personnalité, mais je crois que prendre en compte le ressentiment, prendre en compte la colère, prendre en compte les peurs et s'en faire le défenseur, porter par devers soi toutes ces colères et toutes ces peurs, oui, cette incarnation populiste, elle a malheureusement de beaux jours devant elle en Europe, et il faudra de la part des Français, de la part des Européens, beaucoup de mobilisation, beaucoup de conscience, et je souhaite que les Français, la jeunesse, oui, mais il faut aussi se battre. De ce point de vue-là, le message de résistance est un message important. On va le voir sur le climat, parce que là, on a quelqu'un qui arrive et qui est capable de renverser à nouveau les accords sur le climat et de faire comme s'il n'y avait aucun problème sur la planète, juste des changements quotidiens de température. Donc on est devant quelqu'un qui nie la réalité. Et quand vous avez quelqu'un devant vous qui nie la réalité, il faut trouver le moyen de le rappeler à l'ordre. Dominique de Villepin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, Renaud Dely, les informer dans quelques minutes.